bonjour à tous. Bonjour à tous, on va commencer rapidement. Donc moi je m'appelle Morgane d'Auvergne, je suis doctorante au sein du laboratoire en analyse en psychologie sociale et cognitive. Je travaille avec l'ADEME et l'Université Clermont-Auvergne. Et dans le cadre de ma thèse, je travaille avec deux projets alimentaires territoriaux, celui des Combrailles et celui du Grand Clermont et du Parc naturel Livre-de-Forez. Donc les projets alimentaires territoriaux, c'est des dispositifs législatifs qui ont été créés dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. Et l'objectif, c'est de structurer les systèmes alimentaires au niveau du territoire en mobilisant un maximum d'acteurs de multiples domaines en lien avec l'alimentation, donc bien sûr l'agriculture, mais aussi la santé, l'environnement, le social, etc. Pour ceux qui sont plus intéressés, vous pourrez aller voir à l'entrée des halles le cahier qui présente le projet alimentaire territorial des Combrailles, et les agents du SMAD pourront aussi vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Pour ma part, je travaille plutôt sur l'intégration des questions de santé dans les PAT. Et donc aujourd'hui, le forum est organisé dans le cadre du PAT des Combrailles et je suis en charge de l'animation des conférences tout au long de la journée. Et pour cette deuxième conférence, on accueille deux agriculteurs. Donc Déborah Blanchard, tu es éleveuse de vaches allaitantes, particulièrement de charolaises et de limousines, et tu travailles avec ton papa dans une exploitation familiale à Pionça. Et Tristan Mouchard, tu es maraîcher en légumes plein champ à Loubera. Donc merci déjà à tous les deux d'avoir accepté d'intervenir et de venir nous parler de votre métier aujourd'hui. Et le format de la conférence est un petit peu particulier. Il va être guidé en fait par les questions des enfants, des élèves des classes de CE2, CM1 et de CM2 de l'école de Josserand. Donc Tristan, tu es intervenu dans leur classe déjà le 18 mars 2025, donc tu as déjà pu répondre à pas mal de leurs questions. Plus de 200 questions dans les deux classes, donc ça montre quand même un bon intérêt des enfants sur la question. Donc qui allait de tes modes de production au mode d'irrigation en passant par le prénom de tes chiens, et on en passe plein d'autres. Donc on ne va pas toutes les voir aujourd'hui, mais on a fait une petite sélection des questions qui pouvaient intéresser le plus de monde. Et donc c'est leur enregistrement qui va guider un petit peu notre conférence. Donc on commence tout de suite avec la première question. Pourquoi vous avez fait ce métier? Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez envie de faire maraîcher ou un autre métier? Donc c'est vrai qu'on entend souvent dire que le métier d'agriculteur c'est un métier de passion. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a motivé à choisir ce métier? Alors pour ma part, j'ai baigné dedans quand j'étais petit, par mon père, mes grands-parents. Plus fort, plus près peut-être, comme ça. Ouais. Donc j'ai baigné dedans quand j'étais petit par mon père qui était éleveur au vin et mes grands-parents qui avaient une ferme. Donc j'ai connu ça. Je suis allé faire des études sur autre chose, en forêt, et c'est pendant mes études, pour une raison qui m'échappe maintenant, mais je me suis intéressé au métier de maraîcher. Voilà. Et quand j'étais petit, je voulais faire boulanger, parce que mon grand-père faisait du pain, il était boulanger autrefois, donc j'ai fait du pain avec lui et ça m'a passionné. Et ben moi, j'ai toujours voulu faire ce métier, parce que j'avais un pépé que j'adorais, qui était agriculteur, et maintenant je suis avec mon papa. Donc voilà, j'ai toujours aimé les vaches et travaillé dans la nature. Voilà. Donc dans les deux cas, c'est un peu une affaire de famille, quoi. Enfin, ça vient un peu de là. Et une fois que vous avez su quel métier vous voulez faire, comment vous avez fait pour y être arrivé? Là aussi, les enfants vous ont interrogé là-dessus. Comment vous avez appris à faire ce travail? C'est important d'aller à l'école pour être agriculteur. Bon, désolée si on n'entend pas très bien, mais du coup, est-ce que vous pouvez plutôt nous parler de votre parcours, des études, enfin, tout le processus que vous avez suivi pour pouvoir devenir agriculteur? Donc oui, c'est important d'aller à l'école. Moi, j'ai fait un BEP et un bac pro agricole à Marmilla. Et après, des formations pour pouvoir m'installer.
Et on apprend tout le temps, il y a tout le temps des formations pour les agriculteurs que j'aime bien participer pour apprendre d'autres choses. Alors moi j'ai fait une formation agricole BTS gestion forestière, donc j'ai quand même des notions d'agriculture, de sol, et c'est important pour être agriculteur, il faut avoir plein de notions dans plein de domaines. Et j'ai appris à faire ce travail donc quand j'étais petit un petit peu, et j'ai fait 4 ans de salariat agricole dans une ferme en maraîchage. Donc c'est là que j'ai beaucoup appris ce qu'il fallait faire, mais surtout ne pas faire, on apprend surtout comme ça. Et voilà, donc c'est très important d'aller à l'école, oui. Et rappelez-nous, vous êtes agriculteur depuis quand? Quand est-ce que vous vous êtes installé? Ben, moi, ça va faire 15 ans que je suis installée. Et moi, je me suis installé en 2021. Ok, bon, bah, maintenant qu'on sait à peu près depuis combien de temps vous pratiquez le métier, on aimerait en savoir un petit peu plus sur ce que ça consiste, ce que ça représente au quotidien. On écoute. Vous travaillez tout seul ou il y a des gens qui travaillent avec vous? Est-ce que vous avez fait hier? Alors, il vous demande un peu votre journée type. Je ne sais pas s'il y a vraiment une journée type dans le métier d'agriculteur, mais de manière générale, peut-être, il y a peut-être des choses qui se répètent. Alors, je travaille seul la plupart du temps, et après j'ai des aides de mon père et de mon frère pour planter les légumes. Donc moi, je suis en légumes d'automne-hiver principalement. Et mon année de travail se sépare en deux. J'ai une saison de production qui va de mai à août, au 30 août, en gros, où là je vais faire la journée type, c'est de l'irrigation le matin, très tôt. Ensuite potentiellement de la plantation, quand il y en a à faire. Pinage, désherbage, voilà. En gros c'est ça le mois d'été, les mois d'été. Et à l'automne, à partir du 30 août, donc septembre-octobre, je commence à récolter les légumes qui se conservent, donc les oignons et les courges, les deux que je fais qui se conservent. Et après, j'ai les poireaux et les choux qui se récoltent et qui se vendent tout l'hiver. Donc c'est à peu près, c'est très répétitif l'hiver, c'est plus sympa en période de production. Alors moi, je travaille avec mon papa et puis j'ai un apprenti sur l'exploitation. Et ben, une journée type, c'est déjà aller voir toutes les vaches le matin, voir si ça va bien. L'hiver, il faut les nourrir. Et puis l'été, il faut récolter pour leur donner à manger l'hiver. Voilà. Et entretenir les champs. Donc on peut s'en douter, mais il y a quand même un fort impact de la saison aussi par rapport à votre activité. Oui, tout à fait, ouais. Et surtout de la météo pour ma part. On travaille beaucoup avec la météo, et par exemple, moi je ne pensais pas attaquer la saison hier, et hier j'ai eu beaucoup de travail, donc c'était les semis, c'était l'irrigation, c'était tout ça. Donc on est dépendant de la météo et de la saison. Au niveau de l'élevage, c'est le même principe? Eh ben, c'est à peu près pareil, oui. Il y a l'hiver où c'est plus du travail en intérieur. Et l'été, c'est beaucoup extérieur avec, bien sûr, les aléas climatiques. Voilà. Et est-ce que c'est pas un peu dur à gérer, justement, ces questions de météo, devoir s'adapter un peu en permanence? Donc on va passer à la prochaine section de questions des enfants qui, eux, se sont aussi interrogés sur les difficultés. Donc la météo, ça peut en être une, mais on imagine que c'est pas la seule. Pourquoi c'est difficile? Est-ce que vous travaillez tous les jours? Est-ce que vous avez le temps de voir votre famille? Donc là, oui, il vous questionne un peu plus sur votre emploi du temps au quotidien. Alors c'est difficile, oui et non, parce qu'à force on s'habitue, et puis on fait avec, en fin de compte. Après, oui, on travaille tous les jours, parce que tous les jours, les vaches, elles ont besoin soit d'eau, soit de manger, et puis de la surveillance, ne serait-ce. Et après, oui, il faut quand même avoir une vie de famille, s'occuper de sa famille, de soi et de ses amis. Moi je dirais que c'est difficile, oui, mais c'est pour ça que c'est passionnant. Ce serait trop simple, on s'ennuierait un peu dans ce métier. Moi j'ai la chance de voir ma famille puisqu'elle est à côté de chez moi, puis des fois j'embauche mon père et mon frère, donc ça me permet de les voir en travaillant, ils ne sont pas toujours contents. Et je travaille tous les jours. Alors moi, comparé à Déborah, j'ai un peu plus de chance en légumes. Quand c'est hors saison, de grosse saison de travail, je peux prendre des journées sans aller à la ferme. Mais oui, c'est quand même beaucoup de jours de travail. Et bon, celle-là, elle n'est pas indiquée, mais quand vous êtes intervenu, ils se sont aussi posé la question des vacances. Comment vous faites les jours fériés pour poser des vacances? Comment ça se passe un petit peu pour continuer à s'occuper de l'exploitation, mais tout en pouvant vous reposer un petit peu?
Eh bien, les jours fériés, ça dépend quand est-ce qu'ils tombent. Si c'est en plein été, ben, des fois, il n'y en a pas. Et puis après, on arrive toujours à trouver des amis qui viennent faire le minimum, donc faire la surveillance des animaux. Et puis le travail, il attend. Et puis voilà, quoi. On prend du temps quand même pour soi. Oui, c'est ça. Le travail, il attend. Et quand si vraiment je veux partir en été, c'est mon frère qui me remplace sur la gestion des cultures. Ok. Et dernière question, qui, pareil, peut plus ou moins concerner une des difficultés ou une des a priori sur ce métier et qui concerne le salaire cette fois. Est-ce que c'est un métier où on gagne bien son salaire, où on gagne bien sa vie? Alors, comparé à quand j'étais salarié, on gagne moins à l'heure travaillée, ça c'est clair et net, et on en est loin. Mais je mettrais une nuance avec bien gagner sa vie. Je trouve que vu que c'est un métier passionnant, très intéressant, on est son propre chef, on apprend toujours, on a toujours des journées différentes, des saisons différentes, des années qui changent. C'est ce qui compense un peu le manque de revenus. Mais ça serait important que les produits alimentaires agricoles soient un peu mieux rémunérés pour les agriculteurs. Oui, je rejoins un peu la même réponse. Après, on ne regarde pas ce qu'on gagne, puisque c'est de la passion. Et oui, on ne regarde pas par rapport aux heures qu'on fait. Mais après, c'est une passion, donc ça pose moins de problèmes, je pense. Et justement, par rapport à ça, est-ce que c'est vous-même qui gérez? Comment ça se passe entre la gestion peut-être plus entreprise qu'il peut y avoir et la gestion vraiment de l'exploitation? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de tout? Est-ce que vous arrivez un petit peu à gérer les deux? Alors moi je m'occupe de tout, c'est ce qui me passionne aussi dans la ferme, c'est que la comptabilité, la gestion d'entreprise, tout ça c'est passionnant et j'ai la chance en légumes, je les vends en local via une coopérative, une association de producteurs où je suis adhérent et ça me permet en collectif on appuie nos prix de vente auprès de nos clients. Donc en fait ça permet d'avoir une plus juste rémunération, on en est loin parce qu'on est quand même dépendant du marché national, mais c'est une chance que j'ai. Moi, j'essaye de faire un peu de tout. Après, j'ai ma mère qui m'aide beaucoup pour les papiers. Parce que c'est beaucoup de temps aussi, les papiers. Après, je décide d'aucun prix. Parce que c'est des coopératives, donc c'est eux qui viennent, qui achètent au prix qu'ils veulent. Voilà. Après, on en fait passer plusieurs et puis c'est comme ça qu'on vend au plus offrant, normalement. Donc dans les deux cas, vous passez par des coopératives pour pouvoir vendre vos produits? Alors moi c'est format coopérative mais c'est une association. Donc il n'y a que des producteurs dedans, donc c'est les producteurs qui ont le dernier mot. Ça c'est des avantages et des inconvénients, mais pour les questions de prix c'est intéressant. Ouais. Et que des coopératives. Ouais. Enfin je ne vends pas ailleurs. D'accord. Moi je vends que à des coopératives. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot, si vous deviez résumer simplement votre métier ou ajouter un petit commentaire avant de passer aux questions avec le public, comment vous parleriez de votre métier? C'est un métier très intéressant, très passionnant et que ça serait bien que d'autres personnes, des jeunes, voient ce métier comme ça. Et s'ouvre sur l'installation, même si c'est difficile. Moi je dirais que c'est un métier où le matin on se lève, on est content de se lever pour aller travailler. En tout cas c'est mon cas, peut-être pas le cas de tout le monde. Et on est satisfait de sa journée le soir parce qu'on a fait quelque chose d'utile, on a fait quelque chose qui nous passionne. Et je pense que ça c'est une grande chance que certains n'ont pas. Donc c'est un métier pour les intéressés où il faut du monde et c'est un métier intéressant même si c'est un métier difficile. Merci Déborah et Tristan pour vos témoignages. On a déjà appris pas mal de choses sur vos expériences à vous. On pourrait dire encore plein de choses, j'imagine, et aborder plein d'aspects différents sur le métier d'agriculteur. Mais du coup, on va pouvoir continuer avec les échanges, des questions du public. Donc, est-ce que dans le public, il y en a qui veulent soit poser des questions sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés, soit partager des expériences eux-mêmes? Et on peut circuler avec le micro si vous avez des questions. Bonjour, j'ai une question pour Tristan. Vous
vous avez dit que vous faisiez des légumes d'hiver. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas faire des légumes toute l'année? Alors il faut 30 minutes, préparez-vous. Non, alors moi je suis à l'Opéra, dans des terrains séchants. J'ai travaillé avant en maraîchage diversifié, donc vraiment on faisait tout. Donc j'ai fait ce choix-là, d'une part parce que j'ai adhéré à l'association de producteurs qui est un projet passionnant où on structure les territoires. C'est enrichissant, ça sort de la ferme. Moi j'ai des cultures qui réussissent, donc je fais beaucoup de poireaux, choux et courges. Et c'est des cultures qu'on implante. Le poireau, je vais commencer à les planter dans 15 jours. Et par rapport au climat que j'ai chez moi, même s'il a tendance à changer, j'ai beaucoup d'orages au mois de mai et juin. Donc en fait, et vu que j'ai une ressource en eau limitée, qui n'est pas limitée, mais je paie l'eau, c'est l'eau du réseau, j'ai choisi certaines cultures qui ne sont pas sous serre pour limiter la consommation en eau. Et donc j'ai fait ces choix-là, et c'est des cultures qui me passionnent aussi. Parce que par exemple la tomate, je pourrais en faire, mais c'est pas pour moi. C'est bon, mais c'est pas pour moi. Oui, sur l'expérience de 15 ans, vous ressentez le changement climatique de quelle façon et comment vous vous adaptez? Alors, ça change, mais ça revient aussi. Après, l'année dernière, on a eu une année super pluvieuse, où on a eu des fourrages, mais très très médiocres. Et cette année, pour l'instant, on commence à avoir une belle année avec du bon fourrage. Après, on s'adapte malgré nous, parce qu'on n'a pas le choix. Et on fait des points d'eau pour les animaux, pour consommer moins d'eau du réseau, plus d'eau, soit de rivière, soit de captage. Et voilà. Moi déjà, je vous remercie d'être là. Et le choix que ce soit vous deux, il est important, il faut qu'il soit aussi su. C'est que vous êtes deux frères, que je connais les deux, et vous avez réfléchi à adapter votre ferme, d'une part à ce climat, c'est-à-dire peut-être produire autrement, et vous avez aussi réfléchi, ou vous êtes en cours de réflexion, parce que c'est des débats qui sont assez longs, c'est-à-dire c'est intégrer votre métier dans une vie sociale aussi, dans une vie de territoire, dans une vie associative ou coopérative, enfin, etc. Faire autre chose que de votre métier, quoi. C'est-à-dire regarder autour de vous. Et donc, j'en viens à ma question, c'est que sur ce territoire, on a besoin d'installer des agriculteurs, puisque ils sont vieux, nos agriculteurs. Je veux dire, on sait que 40% ont plus de 55 ans. Donc, si on ne fait rien dans les années qui viennent, donc j'aimerais que chacun vous dise, voilà, si vous avez, on n'est peut-être pas aujourd'hui là devant vous, mais si vous aviez des jeunes ou des moins jeunes, des filles, des garçons comme ça qui veulent s'installer, chacun va me dire 3 points forts, comme ça, c'est un petit piège, une question piège un petit peu, 3 points forts, c'est-à-dire qui vous donnent la flamme pour faire ce métier et qui pourrait créer cette flamme, cette lumière dans nos futurs candidats à l'installation. Déjà, on travaille pour nous. On est notre propre patron, on travaille pour nous. Donc tous les matins, on se lève, c'est pour nous qu'on travaille. Après, 3 points forts, c'est pas évident. Donc faut que j'attende pour que tu les trouves. Après, c'est un métier de passion. Faut faire ça parce qu'on l'aime et on a envie de le faire. Pas parce que c'est le papa qui fait ce métier qu'il faut le faire. C'est vraiment parce qu'on a envie de le faire. Et après, je ne sais pas le troisième. Je vais passer le micro. Moi je dirais c'est déjà un métier passion. C'est pas un point fort, mais c'est difficile, donc c'est intéressant. Moi j'aime pas les choses simples, donc faut que ce soit qu'il y ait un peu de défi. C'est un métier concret, on sait ce qu'on fait, c'est quand même... moi je le trouve concret, c'est voilà. Et j'ai pas mis le troisième, enfin... Non. On peut les aider quand même, je sais pas si... Et si voilà, pour moi le gros point fort... Tu peux bronzer facilement. Oui, au mois de mars on est bronzé maintenant, donc ça c'est bien.
Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Les poireaux, ils rougissent pas, donc c'est bon. Non, j'allais dire, on structure le territoire. On fait partie d'un territoire rural ou périurbain, mais et c'est hyper important pour moi. Surtout à l'avenir, c'est important que les gens se connaissent, qu'il y ait une construction sociale dans les territoires ruraux qui s'est un peu perdu. Ruraux, pardon. Donc voilà, c'est structurer le territoire, économiquement, socialement et par plein d'autres biais. Oui, alors j'ai rencontré votre papa ce matin. Comment vous articulez l'élevage de votre frère et le maraîchage? Ça m'a paru très intéressant de développer ça. Alors, il faut 1 heure de plus. Non, on n'articule pas. Parce que pour plusieurs raisons. Alors, le polyculture élevage, c'est très important en bio. Moi, je suis en bio. Pour limiter la pression des adventices avec des couverts végétaux, voilà, sans rentrer dans le détail. Donc ça, c'est hyper important. Mais par contre, au niveau organisation du travail, c'est difficile de jongler avec les deux. Mais voilà, au niveau fertilisation des sols, la polyculture élevage, pour moi, c'est une ferme d'avenir. Donc on travaille dessus, il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi le temps de travail. Il ne faut pas non plus s'épuiser à la tâche, parce que pour moi, le métier d'agriculteur, c'est être et durer. Donc il faut faire le boulot, il faut le faire bien, mais il faut le faire sur une carrière d'agriculteur et que ça puisse se renouveler ensuite. Parce que si on fait bien pendant 5 ans, pour moi, ça n'a pas trop de sens derrière. Et qu'on arrête au bout de 5 ans. Une question pour vous deux, question très, très générale. Est-ce que vous avez des aides dans vos activités de l'Union européenne? D'une manière générale, quels sont vos avis sur la politique agricole commune de l'Europe? Alors moi j'ai des aides mais qui sont relativement minimes. En légumes on est assez peu aidé. Les maraîchers sont aidés maintenant à hauteur de 1 500 € de l'hectare, environ un petit peu moins je crois. Moi j'ai plus de 3 hectares produits, donc je ne rentre pas dans ce cadre-là et j'ai à tout casser 5 hectares, 6 hectares. Donc en fait je touche quelques centaines d'euros d'aide. Je la demande, mais cette année je me suis demandé pourquoi, parce que si c'est pour avoir des ennuis derrière, autant pas demander de l'argent au public. Et je trouve qu'il faudrait modifier cette aide, mais c'est l'Europe et il y a beaucoup d'agricultures différentes et l'agriculture française est un petit peu à part. Donc c'est difficile, mais il faut faire changer ça, je pense. Ouais. Et je ne suis pas assez expert dans le domaine pour dire qu'est-ce qu'il faut changer. Alors nous, en élevage, on a beaucoup d'aides de l'Union européenne qui permet aussi de pallier entre ce qu'on achète, qui a pris une flambée énorme, et ce qu'on vend, qui malgré tout commence à bien se vendre cette année, on ne va pas cracher dessus. Après, quand on fait des bâtiments, on a des aides plus de la région, des choses comme ça. Après, c'est-à-dire que tous les agriculteurs, les bons comme les mauvais, les touchent. Donc, qu'on soit bon dans le métier ou mauvais, on a une tête, c'est une prime. Donc, qu'on fasse bien son métier ou pas, c'est pas valorisant non plus, parce que les mauvais touchent autant que les bons. Donc, ça serait plus facile de mieux valoriser les animaux sur l'état de l'animal, qui se vendrait mieux, que sur un cheptel qu'on ne connaît pas, et on a une prime sur tant de bêtes. Voilà. Et après, c'est toujours plus pour avoir plus. Oui, donc, je reprends la parole un petit peu sur les aides et le soutien qu'on peut donner aux agriculteurs pour le remettre dans le contexte d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans un forum alimentaire qui est sur le projet alimentaire territorial des Combrailles. Et l'important, donc le but essentiel d'un PAT, grosso modo, c'est de faciliter tout ce qui est les circuits courts, c'est-à-dire réduire ce chemin qui est entre le producteur et le consommateur. Et soit on sait, tout le monde le sait, plus ce chemin est long, et plus il y en a qui se nourrissent en chemin, et moins il y en a pour l'agriculteur. De toute façon, c'est toujours comme ça.
Donc la volonté aussi aujourd'hui de faire rencontrer les agriculteurs avec des gens, c'est qu'on se rapproche de nos producteurs autour de chez nous, qu'on essaye de savoir ce qu'ils produisent et qu'on retrouve. Alors on ne les retrouve pas forcément chez eux parce qu'on ne va pas aller se nourrir, enfin faire ses courses et tous les agriculteurs des Combrènes, ils sont beaucoup trop nombreux, mais qu'on ait confiance en ces produits. Voilà, et c'est ça qui est important. Et je crois que la réponse aux aides de la PAC, la réponse à la viabilité des exploitations agricoles, elle appartient à chacun de nous. C'est à l'effort de chaque consommateur. Donc on avait tout à l'heure une réunion, enfin ce matin, sur le gaspillage, enfin, etc. C'est à chaque consommateur de savoir ce qu'on veut manger, comment on veut se soigner, et qu'est-ce qu'on veut comme paysage, qu'est-ce qu'on veut comme environnement autour de chez nous. C'est-à-dire, voilà, si on veut que ça vienne tout de l'autre bout de la planète et qu'on crève tous à 55 ans d'un cancer, ou avant, ou après, peu importe, et qu'on soit tous malades de quelque chose, je pense qu'il y a un choix qui est important. Et aujourd'hui, c'est le début. Je veux dire, ce premier forum, c'est vraiment le début. C'est travailler sur la prise de conscience. On y arrivera. Bon, j'ai vu qu'il va falloir du temps. Hein, et j'espère que, enfin, c'est la mission juste un petit peu, mais d'ici 2 ou 3 trucs comme ça, que des conférences comme ça, que la salle soit pleine et on y sera arrivé. Voilà. Parce que si les consommateurs, on ne réalise pas ce qu'on doit faire et qu'on n'agisse pas, ça sera compliqué pour tout le monde. Ça ne répond pas aux aides de la PAC. J'ai entendu le mot magique, coopérative. Et je trouve qu'il y a quand même toutes sortes de coopératives. Et j'aimerais bien savoir l'ancrage local et l'ancrage international. Et bien maintenant, les coopératives deviennent de plus en plus grosses, comme les exploitations. Il y a moins d'agriculteurs, donc je parle pour les coopératives en bovin. Hein. Après, du coup, elles prennent de plus en plus large de territoire. Parlez de la vôtre. Parlez de votre cas. Hein. Oui, elles prennent de plus en plus. Moi, je rajouterais juste un mot sur les coopératives. Moi, je fais partie d'une association de producteurs qui compte 35 producteurs auvergnats pour un marché auvergnat. C'est hyper important, on ne peut pas tous se vendre en direct, donc c'est important de se regrouper entre producteurs. Et il y a le biais de dire qu'il faut que ça reste aux mains des producteurs. Et c'est un peu le biais que je retrouve. Moi, je suis administrateur à cette association-là, donc je travaille sur ces questions-là. Et le gros problème qu'on a, c'est qu'on peut tout faire nous-mêmes. Et sauf qu'un agriculteur, il est compétent dans plein de domaines, mais il lui manque des compétences. Et en fait, il y a cette volonté de ne pas aller chercher ses compétences, donc on n'avance pas, on rame. Et il faut que le producteur ait le mot à la fin, mais il faut être accompagné aussi. Il ne faut pas que ça parte dans des dérives, je suis d'accord, mais il y a cette importance de grossir aussi, et de se limiter à un territoire français peut-être, des régions, mais sans ça, on n'y arrivera pas à structurer, pour moi, de mon point de vue, une filière agricole rémunératrice et stable sur le long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut peut-être compléter un peu toujours en lien avec les questions des enfants. Vous disiez que donc, du coup, vos produits sont rachetés par l'intermédiaire de coopératives ou d'une association type coopérative. Est-ce que vous savez derrière que deviennent ces produits ou est-ce qu'ils vont être commercialisés? Oui, nous déjà, dans la coopérative où je vends le plus, les abattoirs, c'est Roanne, Saint-Étienne. Après, il y en a une autre où je vends ponctuellement, c'est Villefranche. Après, ça reste quand même du local. Ils font beaucoup de surgelés, de beefsteak. Et après, c'est malheureux à dire, mais McDonald's achète beaucoup de viande française. Et un grand consommateur de viande bovin, viande, pas de la laitière, et de France. Voilà. Et Lidl aussi fait beaucoup de viande française. Donc juste pour compléter, une fois que vous avez vendu aux abattoirs, ensuite vous perdez la main sur la distribution et les personnes qui vont acheter. Alors moi je sais exactement où partent tous mes produits sur la facture fin de mois. On a à l'association où je travaille, avec qui je travaille, on a 3 types de clients. On a les magasins bio
et les commerces de proximité. Pour les petits, on ne travaille pas en GMS, grande moyenne surface. On a la restauration hors domicile, donc qu'elle soit collective, enfin de collectivité ou commerciale. Ça, c'est un gros client et la volonté politique très importante pour développer ce marché-là qui est énorme et nous, on est prêt à le faire. Voilà, si jamais, il y a des politiques dans la salle. Et après, on a les maraîchers. Donc, on a des maraîchers qui ne font pas certains légumes et qui viennent compléter avec notre gamme. Et vous êtes aidé justement pour avoir accès à ce type de marché? Vous parliez de la restauration collective, par exemple. Oui, on est aidé, c'est de la politique. C'est difficile, oui, mais on est aidé par les PAT. Merci les PAT. Il y a une volonté politique, notamment dans les Combrailles. J'ai l'impression que ça se développe plus que dans les autres PAT. Donc c'est très bien. Mais on fait beaucoup d'efforts en privé, avec nos sous, avec notre énergie. Et en fait, il faudrait juste une petite étape de plus de la part des collectivités pour franchir le pas. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle veut interagir, poser une question, une remarque? Non? Vous avez autre chose à ajouter? Merci à tous. Ouais, et ben... Peut-être qu'on peut quand même compléter avec une dernière question, histoire de finir. Les enfants, ils en ont posé plein, donc tant qu'on y est, autant y aller. Non, ils se sont un peu plus intéressés au mode de production aussi. Comment vous cultivez? Est-ce que vous utilisez... Ils se sont beaucoup intéressés aux tracteurs aussi, si vous pouviez donner un petit exemple. Oui, alors j'aime assez Ferguson. Voilà. Je l'ai placé. Non, je ne suis pas suréquipé, mais je suis équipé, je travaille tout seul, donc sur 3,5 hectares de légumes. Sachant que pour une moyenne, un maraîcher seul, en diversifié, il travaille sur 1,50 hectare en maximum. Donc moi, je travaille quasiment un peu plus que 2 fois plus. Et donc j'ai dû mécaniser pour plusieurs choses, parce que j'aime ça déjà, sinon je ne le ferai pas. Et pour soulager aussi le dos, la santé, tout ça, et faire plus de volume. Moi, je produis environ 50 tonnes de légumes par an. Et j'irrigue, je mets de l'eau. Pour faire pousser les légumes, il n'y a pas le choix. Donc, Très bien, merci. Est-ce que le vous, c'est nécessaire? Pas forcément. Okay. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Si une question. Allez. Dans 15 ans, 20 ans, quand vous aurez une belle maturité, le climat aura vraiment changé beaucoup. Et est-ce que vous avez des réflexions collectives entre agriculteurs, pas simplement avec les grands spécialistes du climat? C'est certain, il faut travailler avec des hydrologues. À terme, il va falloir travailler de plus en plus avec des hydrologues. Ne pas laisser l'eau partir en vitesse vers la crue. C'est une folie. Tout le système de drainage dans certaines plaines est à revoir. Parce que ça fait partir l'eau à toute vitesse. Et en même temps, il ne faut pas inonder la terre. Il ne faut pas qu'on ne puisse plus passer dans les parcelles. C'est très délicat. Et ce qui est très délicat, ça demande du travail en finesse. Et de la concertation forte de la volonté des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils veulent ensemble, et ne pas se laisser manger par des visées administratives, purement administratives. C'est-à-dire avoir un réseau hydrologique qui est pensé dans les bureaux et qui n'est pas pensé strict. Si vous voulez, il faut être beaucoup plus précis dans la circulation de l'eau sur les territoires. Beaucoup plus précis. Et c'est un dialogue paysan, hydrologue, agronome. C'est compliqué, vraiment très compliqué de retenir l'eau dans les paysages. Les arbres jouent probablement un rôle essentiel. Vous savez que le maillage bocager est quand même un héritage du passé un peu en décrépitude. Je ne dis pas qu'il est fichu, mais il n'est pas tout à fait continu, il n'est peut-être plus assez dense. Il faut y réfléchir. Il n'y a pas de solution simple. Mais il faut être conscient que les agriculteurs du futur, les paysans, doivent être très attentifs à l'action par l'action sur la végétation, la structure de la végétation et la structure de tous les systèmes de drainage. Tout ça, ça doit aller ensemble d'une façon
cohérente pour que les arbres reçoivent de l'eau et que les arbres fournissent beaucoup d'eau par l'évaporation profonde, hein, ils vont puiser profond, et aussi raccourcir le cycle entre la zone d'évaporation et la zone des pluies. Pour l'instant, une petite forêt dans un coin, ça envoie l'eau à 300 km par exemple. Comment faire pour que ça soit à 10 km seulement, hein? Et ça, les arbres, ils sont pour quelque chose dans le maillage agricole. Bah après, on est quand même dans une région où il y a quand même beaucoup de haies encore, d'arbres. Donc ça nous permet de garder quand même de l'eau. Après, on est en polyculture élevage, donc ça permet aussi de renouveler un peu l'herbe. Après, il y a beaucoup d'agriculteurs quand même qui travaillent sur les couverts végétaux, entre le maïs, pour ceux qui en font. Après, l'eau, bien souvent, maintenant, quand ça tombe, c'est que ça tombe énormément d'un coup et que tout ne peut pas être avalé, tout ne peut pas être pris par le sol. Donc après, ça reste compliqué. Moi, j'ai beaucoup de prés de rivière où l'année dernière, j'ai pas mis les pieds, à part les vaches, c'est tout. Et les rases se font pas forcément tout le temps, donc ça garde l'eau aussi. Après, on a de la chance quand même d'avoir beaucoup de haies et tout qui permettent de tenir quand même une bonne végétation et puis surtout de la fraîcheur pour nos animaux et puis pour toute la faune et la flore qui en découlent. Mais après, il y a beaucoup de travail il y a des associations qui se sont montées pour la préservation de sol, pour essayer de travailler sans labour ou alors avec du labour, mais aussi des plantes qui travaillent le sol d'elles-mêmes. Alors moi sur la question de l'eau, déjà je pense que c'est une question de territoire. Donc il n'y a pas que les agriculteurs sur le territoire. Moi j'ai bossé en agroforesterie, donc je suis sensibilisé à cette question-là. Mais je pense que le premier problème à ça et à ce que les agriculteurs peuvent faire pour améliorer l'avenir, c'est le revenu. C'est qu'on ne peut pas leur demander des tas de choses à faire. Ils font déjà beaucoup, j'en ai très rempli, pour un revenu qui est souvent médiocre pour la plupart. Il y aura toujours, il y en a qui se rencontrent. Ça, c'est clair et net. Mais on ne peut pas demander aux agriculteurs de tout faire, de mon point de vue. Et si on leur demande, ça a un prix. Et l'argent dans notre société et pas tout, mais aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Donc on a besoin de ça. Demain ça changera peut-être, je l'espère. Et moi juste une idée, c'est si on veut faire des rétentions d'eau, des bassines, c'est planter des kilomètres de haies en échange pour introduire l'eau dans le sol. Et c'est intégrer des couverts végétaux, etc. etc. Mais il n'y a pas de solution miracle et je pense que ça passe par une multitude d'expériences pour trouver les bonnes solutions et à chaque fois on a des territoires très différents. Voilà. Je voulais juste rajouter deux choses. Juste quand même parce qu'il a eu la modestie de ne pas se présenter, mais François-Xavier de Montard est un illustre chercheur de l'INRA, renommé mondiale sur ces thématiques-là. Après, moi je le remets sur notre territoire et où c'est important. Le problème de l'eau, c'est aussi le problème, parce que voilà, on a parlé du PAT, mais c'est aussi une des thématiques que le territoire prend en charge. C'est un gros chantier tout de suite sur le partage de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on constate ça, mais on essaye d'anticiper ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, et on a des prédictions qui sont très variables. Et dans tous les cas, donc c'est une mission, là après on est vraiment sur des enjeux politiques, c'est-à-dire l'eau, ça sera pour faire quoi? Il faut bien prendre conscience que si c'est pour faire pousser des carottes ou abreuver des animaux l'été, je veux dire, c'est la priorité. Enfin, je parle de l'eau agricole, après forcément il y a priorité 1, c'est l'eau domestique, enfin, avant tout qu'on puisse. Mais je veux dire, ça c'est essentiel, et qu'on n'ait pas d'amalgame du tout entre des troupeaux abreuvés, des plantes nourricières arrosées. Je veux dire, enfin, tu avais une forme tout à l'heure, oui j'ai ri que de culpabilité. Ben non, de toute façon, nous on veut des légumes arrosés, sinon on ne veut pas manger des trucs qui font mal aux dents. Voilà, ne pas le confondre avec l'arrosage massif de production qui servent à l'exportation, qui servent à des choses qui ne nous concernent pas et qui, de toute façon, vont poser des gros problèmes au niveau des ressources en eau, quoi. Parce que l'eau, effectivement, il y a des moments où il y en a trop, mais toi, en plus, Déborah, tu es sur un bassin où il y a des années, je veux dire, l'eau, on l'a pris pendant 3 mois de l'année pour qu'elle tombe pas, quoi.
J'ai vu qu'il y avait une dernière question, donc on a le temps pour cette question, puis après on pourra conclure. Oui, bonjour. J'avais juste une première question. Donc, par type de question, on parlait du revenu. On voyait que le PAT s'enregistrait dans la loi Egalim. Et dans cette loi, on parle de tout ce qui est coût de production et donc de prix de revient. Donc, les premières questions, c'est est-ce que vous l'avez déjà réalisé des coûts de production et calculez vos prix de revient? Et deuxième question, est-ce que vous seriez enclin à donner un peu une fourchette de prix de rémunération permise à chacun? De quelle rémunération vous arrivez à vous dégager? Alors oui, moi j'ai calculé mes coûts de revient et j'ai fait une formation avec la FRAB pour compléter, s'il manquait quelques données techniques. Par exemple, mon poireau, aujourd'hui à la coopérative, je le vends 2,60 €, donc il y a une commission qui est prise dessus, j'ai 2 € dans ma poche. Aujourd'hui c'est un prix qui est rémunérateur pour moi, mais il faudrait que j'en fasse, là aujourd'hui j'en fais 15 tonnes. Pour pouvoir en vivre et qu'il soit vraiment rémunérateur, il faudrait que j'en fasse minimum 25 tonnes. Donc il faut quand même produire derrière et ça engage à embaucher quelqu'un. Donc derrière ça peut produire encore plus. Et sur certains légumes, je ne suis pas bon. C'est des légumes que j'aime faire. Par exemple la carotte, j'en fais 2,5 tonnes, mais c'est plus par plaisir et par besoin pour la coopérative. Et donc la rémunération dans mon système, vu que j'ai très peu d'aides PAC, ça varie en fonction. Si j'ai une année très mauvaise, ça va être catastrophique, je ne me tire pas grand-chose. Si c'est une bonne année, par exemple l'an dernier, malgré la météo un peu capricieuse, ça a été une bonne année pour moi et j'aurais pu me tirer 1 700 € par mois. Je ne me suis pas tiré, j'ai réinvesti dans l'entreprise, mais voilà. Donc c'est une très bonne rémunération, je trouve, même si je peux toucher 4 000 €, je ne dis pas non aujourd'hui. À l'avenir, quand j'aurai une maison, tout ça, il n'y a pas de souci, je veux bien gagner moins, mais aujourd'hui, voilà. Les 1700, est-ce que quand c'est une bonne année? Je peux monter, si ce n'est pas une très très bonne année, donc mon objectif c'est 2 000 € minimum de rémunération à l'avenir. Et voilà, 1700 c'est une année mauvaise, c'est vraiment mal, et une bonne année on va dire que c'est 2000 dans mon système, tout seul. Alors moi ça fait depuis presque 15 ans que je fais des formations en coût de production avec la Chambre d'agriculture. Donc c'est pas tous les ans mais régulièrement et c'est très enrichissant parce qu'on parle avec d'autres agriculteurs où on voit nos petits points faibles et nos points forts. Je suis entre 1002 et 1004. Après j'ai une maison, j'ai un fils, donc il y faut tout. Il y faut tout. Ouais, il y faut tout, oui. Voilà. Après, quand il y a des bonnes années, après en fin d'année, je me fais un petit virement en plus quoi pour compléter. Après, il y a des fois, il y a les mois où on ne vend pas, et c'est un peu ric-rac, quoi. Après, les coûts de production en ce moment, c'est que ça varie énormément d'une année à l'autre, et même de mois en mois, parce que là, les broutards sont en train de s'envoler. Donc, c'est pas évident, et ouais, tous les prix qu'on achète évoluent rapidement. Et j'avais un peu une autre thématique, on parlait suite aux manifestations, etc., de tout ce qui était charges administratives. Est-ce que, en termes de charges administratives, est-ce que vous avez quantifié un peu un temps par semaine, par mois, que vous passez à prendre des rendez-vous au bureau, à faire de la paperasse? Est-ce que, peut-être que vous êtes un peu jeune, mais est-ce que vous avez vu une évolution? Alors, par rapport à il y a 20 ans par rapport à il y a déjà 15 ans, quand je me suis installée, c'était plus facile il y a 15 ans que maintenant. Et on passe énormément de temps dans les papiers. Et en fait, c'est pas notre métier principal. Vous savez quantifier? Non. Non, parce que je fais ça quand j'ai pas mon fils, le dimanche ou les soirs. Après, là, j'ai eu des projets bâtiments, projets photovoltaïques. Donc, en fait, ça rajoute énormément de travail. Et on a toujours plus de papier. Donc après, j'ai de la chance d'avoir ma mère qui m'aide quand même pas mal, c'est elle qui fait toute ma compta. Mais bon, tout ce qui est autre, c'est à moi de le faire. Et bon, des fois, faut passer des coups de fil pour avoir un peu des réponses parce qu'on n'est pas formé là-dessus, quoi. Il y a des papiers, il vaut mieux les faire que de faire une boulette. Comme par exemple la PAC, qui pour moi représente un enjeu énorme. Et je la fais faire. Parce qu'il y a une fois, je me suis trompée. Les contrôles étaient finis, heureusement. J'avais pas coché une petite case. Donc après, ça peut jouer sur l'avenir de l'exploitation, quoi. Et je suis pas toute seule.
Alors moi, le temps en administratif, il est assez peu conséquent. Si on prend en compte la comptabilité, j'y passe 40 heures par an, en gros, avec les formations. Mais non, sinon, après la PAC, voilà, quelques heures, parce que je l'ai fait tout seul, pour le coup. Mais c'est pas non plus très très compliqué pour moi. Donc l'administratif, pour moi, dans ma petite ferme, c'est bien. C'est convenable. Bon, merci à tous les deux, Tristan et Déborah, pour vos interventions. Merci aussi au public pour votre participation et pour vos réactions. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, comme je le disais en introduction, vous pouvez aller voir le stand qui présente le projet alimentaire territoriaux. Vous avez aussi un marché avec des producteurs du territoire dans les halles juste derrière. Et vous avez aussi une carte dont on a déjà parlé tout à l'heure, avec l'ensemble des producteurs du territoire qui vendent en vente directe, c'est ça? Voilà, donc vous pouvez aller récupérer la petite carte pour voir où vous pouvez aller acheter auprès de producteurs locaux. Voilà, et on a une conférence aussi à 16h avec une diététicienne sur l'équilibre alimentaire et le décryptage des étiquettes alimentaires pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci et bonne journée.